Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Ce samedi 7 juillet 2018, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va officiellement procéder à Dabakala au lancement des travaux de réalisation du poste de 225 kV dans le cadre du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Les populations de ce département vont également rendre hommage au président de la République, un hommage donc au président de la République pour ses actions de développement en présence du chef du gouvernement, bien sûr, qui sera sur place. Et pour la réussite de ces activités, les guides religieux du département ont prié, souhaitant ainsi la paix pour la Côte d'Ivoire. Léon Pro, RTI Boaké. Mosquée Safina Tournandja, commune de Dabakala. Élus, cadres et guides religieux ensemble pour une lecture coranique. Des prières et bénédictions sont également dites pour la paix en Côte d'Ivoire et les dirigeants du pays, en l'occurrence le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Vraiment, on est très contents. Le peuple djimini, les imams, les chrétiens, on s'est réunis ici aujourd'hui pour prière. On a fait 549 fois pour la Côte d'Ivoire, pour le président. On prie Dieu pour l'élection qui vient, qui arrive, pour que ça se passe normal. Cette prière aussi pour recommander à Dieu la cérémonie d'hommage des peuples Djimini et Yamala au chef de l'État, reconnaissance pour le développement impulsé par le président Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire et particulièrement au département de Dabakala. Le président a entrepris d'énormes chantiers en matière donc de remise en état des infrastructures sociales donc de notre département. Les secteurs de l'électrification, de l'eau, de l'éducation ont été tous touchés et je pense que le département est en train de changer favorablement et donc c'est pour cela que les populations ont décidé de lui rendre hommage. Entre autres retombées de la politique du chef de l'État pour Dabakala, la promotion des cadres, l'électrification rurale. Ici, le boom sera réalisé à travers le poste électrique de 225 kVA dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va officiellement lancer les travaux de réalisation ce samedi 7 juillet à Dabakala. Et dans la page santé de ce journal, intéressons-nous au programme national de lutte contre le cancer qui, en plus des médecins du monde, ont organisé une rencontre avec les acteurs de lutte contre le cancer du col de l'utérus. L'objectif était de mettre en place une stratégie efficiente de lutte contre le cancer du col de l'utérus. En Côte d'Ivoire, ce sont 1800 nouveaux cas qui sont enregistrés chaque année selon le programme national de lutte contre le cancer. Cette rencontre a donc eu lieu hier au plateau. C'était jeudi dernier, 5 juin. Cette dame est une miraculée du cancer du col de l'utérus. Sa survie, elle l'adore au dépistage précoce de cette maladie. J'ai connu le cancer du col de l'utérus en 2012 quand ma grande sœur Anna Maud m'a amené à aller faire le dépistage. Il s'est avéré que j'avais des lésions aussi précancéreuses qui ont été traitées, donc je suis guérie. Le cancer du col de l'utérus est causé par le virus du papillome humain. C'est un virus qui se transmet lors des contacts sexuels et c'est ce virus-là qui, avec certains facteurs tels que des partenaires multiples, tels que des infections, des co-infections avec le VIH, l'usage du tabac, et c'est ce virus-là qui va faire malheureusement le lit du cancer. Chaque année, ce cancer est responsable de 266 000 décès dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est le deuxième cancer chez la femme après celui du sein. Ce sont 1800 nouveaux cas qui sont enregistrés par an. Pour y faire face, le Programme national de lutte contre le cancer et Médecins du monde se mettent ensemble pour une nouvelle stratégie. Surtout, stimuler la mobilisation des acteurs de lutte contre le cancer du col de l'utérus. La question du cancer du col de l'utérus est apparue comme une des problématiques clés qui est en forte phase de croissance dans les pays du Sud et auxquels il nous fallait absolument apporter un certain nombre d'éléments de réponse. Un vaccin existe en plus du dépistage pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Tout saignement inhabituel chez la femme doit l'amener à se faire dépister dans un centre de santé. Dans le test de dépistage, le plus performant, c'est la réalisation du frottis. Le frottis va consister donc à faire un prélèvement de cellules au niveau du col, ce qui va permettre donc de faire le diagnostic. C'est une méthode qui revient chère,
Et donc l'OMS a demandé que les pays africains, que nous mettons en place une méthode qui est simple. Il a été recommandé à la fin des travaux, entre autres, une sensibilisation massive sur le mode de transmission du virus papillome humain responsable de la maladie et d'impliquer l'ensemble de la population en vue d'une lutte efficiente contre le cancer du col de l'utérus. Et quand elles ne sont pas malades, les femmes sont entreprenantes et dynamiques. D'ailleurs, leur forum, le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, a ouvert ses portes hier vendredi à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan. Pendant 2 jours, il y aura des conférences, signatures de partenariats et des rencontres B2B. L'événement se tient autour du thème « La femme, incubateur du développement ». Pour la première journée, hier, l'invité spécial de cette cérémonie, la princesse du Koweït, Cheikha Issa Saad Al-Sabah, soutenue par la ministre de la Femme du Gabon et la représentante de la Première Dame de Côte d'Ivoire, la ministre Maria Tokone, à cette occasion, ont encouragé et rassuré les femmes de leur indéfectible appui. Walter Amadou Ouattara. Abidjan, accueil et ambiance à l'ivoirienne. Une prestation de femmes bien appréciée. Nous sommes à la première édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. Ce forum a pour but de promouvoir et célébrer les femmes talentueuses, ambassadrices du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Pour Jelika Yeo, l'initiatrice, ce rassemblement est un pari réussi. Plus de 2000 participants venus de 80 pays, dont 3 pays africains, le Maroc, la Tunisie et le Gabon. Plusieurs ministères présents, ainsi que la représentante de la Première Dame de Côte d'Ivoire, ont salué et encouragé l'initiative. Ces officiels reconnaissent également que l'entrepreneuriat féminin a un réel impact socio-économique. Ceci signifie que le développement de nos pays dépend de nous, est fait par nous et passe par nous. La présente rencontre est une dynamique et une réaffirmation de soi et de nos valeurs. C'est la manifestation d'une volonté à faire entendre nos voix et nous épanouir. Le président Alassane Ouattara est soucieux de la promotion de la femme, de son leadership, de son autonomisation en matière économique, en matière de lutte contre les violences basées sur le genre, en matière de paix et sécurité. La femme est au cœur de toutes les actions du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'invité spécial de cette cérémonie, la princesse du Koweït, Cheikha Issa Saad Al-Sabah, dit être touchée par l'objectif de ce forum et s'engage à apporter sa contribution pour l'épanouissement de la femme ivoirienne. Je suis venue voir ce que les femmes présentent. Les fonds sont disponibles pour que nous puissions les aider, les accompagner dans leurs projets. Je m'engage à soutenir les femmes africaines de façon générale au travers de la Côte d'Ivoire. Des panels sur le thème « La femme incubateur du développement » et une visite des stands ont mis fin à cette première journée du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED 2018 qui s'étend sur 2 jours. L'habitat en milieu urbain est de plus en plus défiguré. Les quartiers issus des promotions immobilières, quoique planifiés, sont aujourd'hui à l'épreuve du désordre. Dépourvus du minimum d'équipements de base, les quartiers précaires, eux, représentent aussi un défi pour les municipalités. Leur restauration implique un ensemble de mesures liées au foncier, à l'assainissement et au drainage. Mais en plus des VRD, les voiries et réseaux divers, la gestion durable de nos cités passe par le respect des règles d'urbanisation. Habitat, le mal-être de nos cités. C'est un grand reportage signé Didier Nguessan et Trazier Christelle Menant. Vivre en ville, un Ivoirien sur 2 est concerné. 2 types d'habitats se côtoient à Abidjan, comme ici à Yopougon, à l'intersection de 2 quartiers, l'un planifié et l'autre irrégulier. Des cadres de vie différents, au destin mêlé. Le quartier planifié, quoique désormais vétuste, dispose d'un minimum de commodités. En face, à Yaoséi, pas d'égout, ni de fosses septiques. Les équipements publics de proximité font défaut. L'occupation de l'espace urbain se fait de façon anarchique, à tel point que l'unique canal d'évacuation des eaux est transformé en dépotoir par les populations.
Face au désordre urbain, les municipalités semblent dépassées. On n'a plus de parcelles sur le périmètre de la commune. Si on restructure, il va falloir créer des espaces communs, des espaces publics. Il va falloir créer des routes. Alors si on les déplace, c'est pour aller à Songon, où nous sommes obligés d'aller acheter des terres pour les recaser. Est-ce que les envoyer à Songon serait leur affaire, ceux qui veulent aller dans leur lieu de travail, qui sont proches de leur lieu de travail? Les professionnels de l'aménagement des espaces urbains proposent de restaurer ces habitats. Le programme de restauration consiste à apporter une amélioration à cet ensemble de niveaux d'équipement urbain pour requalifier le quartier. La ville d'Abidjan compte une centaine de quartiers précaires. Ils abritent près de 20% de la population abidjanaise. Certains de ces quartiers, peuplés anarchiquement, ont fait l'objet de restructuration. La restructuration consiste d'abord à créer un cadre légal d'occupation des espaces en attribuant aux résidents des titres de propriété. Puis, elle fait bénéficier aux populations d'un minimum d'équipements de base, assainissement, ouverture de voies. Mais ces actions d'urgence ne règlent pas tous les problèmes enregistrés dans ces quartiers précaires. L'évacuation correcte des eaux usées, par exemple, nécessite une viabilisation des terrains construits. Les VRD, voiries et réseaux divers, ont un coût significatif dans le budget d'acquisition de ces logements. Globalement, la viabilisation représente autour de 35 à 40% du coût d'acquisition des logements. Il y a plusieurs niveaux de viabilisation. Il y a des parcelles qu'on appelle les parcelles semi-viabilisées. Et sur ces parcelles, l'éclairage public, l'eau potable est emmenée. Et puis, les plus grandes voies, les axes structurants subissent le bitumage. Les voies intérieures ne sont pas bitumées, mais bien stabilisées. Pour prévenir les constructions anarchiques et réglementer l'habitat dans son ensemble, l'État ivoirien dispose d'une politique d'urbanisation. Elle est mise en œuvre grâce aux outils de planification que sont le schéma directeur d'urbanisme ou le plan d'urbanisme directeur. Sur ces outils, il va être marqué là où il faut faire des activités commerciales, là où il faut faire par exemple des activités industrielles, et là où il faut faire de l'habitat. L'opérateur va chercher à avoir un espace dans ce que le schéma directeur a déclaré comme espace habitable et il va faire son opération. Dans cet espace-là, on vous dit, le règlement particulier d'urbanisme dit qu'ici, c'est 1+2 qu'il faut construire et que vous construisez 1+7 ou 1+12, on peut détruire votre immeuble. 3000 logements sont construits chaque année en Côte d'Ivoire par des promoteurs immobiliers. Le programme présidentiel de logements sociaux prévoit la construction de 150 000 logements d'ici à 2020. Grand-Bassam, Bingerville et Songon, 3 sites de la périphérie d'Abidjan, captent une importante partie de ces logements sociaux. Malgré le désordre dans certains quartiers, l'écriture architecturale de la ville d'Abidjan fait encore rêver. Samedi matin, une cinquantaine de touristes ivoiriens et européens arpentent les rues de la commune du Plateau. À l'époque, dans les constructions architecturales, c'était l'introduction de choses comme ça, de choses qui sont graphiques, qui rappellent un peu l'histoire du lieu, qui sont en lien avec la culture locale. J'aime quand même bien les bâtiments coloniaux, mais je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux bâtiments aussi qui se construisent à Abidjan. J'étais curieuse en fait d'entendre de la part d'un expert un peu l'histoire derrière ces bâtiments qui reflètent les différentes époques historiques. C'est important de savoir aussi comment le bâtiment a été construit et aussi l'image que ça donne et comment il dure dans le temps. Avec ses gratte-ciel, le Manhattan des tropiques, quoique inspiré de la modernité, ne renie guère la culture ivoirienne. C'est ce que perçoit Issa Diabaté, défenseur d'une architecture à l'ivoirienne, mais ouverte sur le monde. Au lieu d'avoir une concentration unique comme sur Abidjan, le plateau, où tout le monde vient tous les matins, tout le monde tombe dans les embouteillages, tout le monde, on perd en qualité de vie, on perd en temps. Alors que si on commençait à réfléchir à avoir des espaces, une multitude d'espaces urbains, peut-être à plus petite échelle, moins du million d'habitants, 500 000, avec des thématiques bien particulières par rapport à différents environnements, je pense qu'on arrivera à résorber une bonne partie du problème. Abidjan, 2119 km², rêve plus grand et travaille depuis quelques années à polir sa renommée de perle des lagunes. Reportage donc dans la lucarne Védici, signé
Christelle Trazier menant. On va refermer ce journal avec l'actualité internationale. À l'audience du procès Diendéré hier vendredi, l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo, nous sommes au Burkina Faso. Rambo donc a donné des détails sur l'arrestation et la séquestration du président Michel Kafando et quelques membres du gouvernement de la transition et à quel moment, selon lui, le général Gilbert Diendéré est entré en jeu tout en regrettant ce qui s'est passé. L'adjudant-chef Moussa Nebié souligne que cela est l'une des conséquences des multiples crises au sein de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Le gouvernement syrien et les rebelles du sud de la Syrie sont parvenus à un accord pour mettre fin à l'offensive menée par les forces syriennes dans la province de Deraa. Cette annonce intervient après la reprise de contrôle par l'armée syrienne du poste aux frontières stratégiques de Nassib avec la Jordanie. L'accord de cessez-le-feu qui concerne uniquement la province de Deraa, selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a été obtenu dans la ville de Bousra al-Sham au bout de longues négociations entre Russes, alliés de Bachar el-Assad et factions rebelles. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.